Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Le Alors, week-end a été bien dans son ensemble. Voilà. En famille, surtout le dimanche, mais ça va. D'accord. Alors, l'actualité politique est marquée par quoi? En ce moment, l'actualité politique, on va dire, est dominée par le dialogue, mais il y a également que le président est en Côte d'Ivoire. Exactement, le président de la transition a fait un voyage diplomatique, un voyage, je crois, de 72 heures, si je ne me trompe pas, parce qu'il est parti jeudi. Il est rentré entre vendredi et samedi. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il est rentré soit vendredi en fin de journée ou samedi matin. Qu'est-ce qui motive ce déplacement? Alors, il faut savoir que les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des vieilles relations, plus de 50 ans de relations diplomatiques et d'amitié. Et d'ailleurs, ça part des pères de l'indépendance de nos pays. D'un côté, vous avez Félix Houphouët-Boigny, de l'autre, le président Léon Mba, puis ça s'est intensifié avec Omar Bongo. Et même, on peut constater qu'avec les 14 ans du président Ali Bongo Ondimba, on a pu assister à une relation franche entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, malgré quelques petits moments de désaccord qu'il y a eu, notamment lorsqu'il y avait l'élection présidentielle de 2016 avec le fameux hacker ivoirien, Siao quelque chose. Alors ça a quand même créé une petite brouille entre Abidjan et Libreville. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, avec la place que la Côte d'Ivoire occupe dans, on va dire, l'ancien précaré ou le précaré français selon les uns et les autres pourront prendre position. Il y a que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui une place prépondérante dans cet environnement et que la Côte d'Ivoire est un moteur du dynamisme économique au niveau de l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone. Et on a besoin aujourd'hui, nous qui sommes résolument engagés vers une ambition de développement et de redynamisation d'un certain nombre de secteurs. Je prendrais par exemple le cas de l'agriculture. On pourrait nous inspirer de cet embelli économique que connaît la Côte d'Ivoire, mais également sa renommée en tant que l'un des grands producteurs, par exemple, de cacaoyer au monde, sinon numéro 1 si je ne me trompe pas. Cela voudrait dire qu'on a des choses à apprendre de la Côte d'Ivoire et surtout que cette visite a été qualifiée d'une visite allant dans le sens des relations bilatérales entre les pays du Sud. Donc le Sud-Sud, la coopération Sud-Sud, c'est qui est d'autant plus encouragé aujourd'hui et que le chef de l'État arrivé en Côte d'Ivoire lors de l'allocution, on a pu voir que le chef d'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est dit disponible à partager son expérience avec nos chefs d'État, donc le président de la transition, en vue de permettre à ce que le Gabon puisse traverser de façon, on va dire, assez intéressante la période de transition que nous vivons en ce moment et qu'il avait un regard particulier sur le dialogue national inclusif qui se passe actuellement dans notre pays. Et le chef d'État a également fait beaucoup de visites. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture. Il a visité, par exemple, le centre de l'Institut agronomique de Yopougon, Yopougon qui est un quartier une commune, une commune d'Abidjan, et où se trouve cet institut qui évidemment est la cheville ouvrière en ce qui concerne l'agronomie ou sinon les sciences en rapport avec la capacité de la Côte d'Ivoire à pouvoir s'émanciper sur le plan. Oui, à OIM, il n'y avait pas une école comme ça là, qui était spécialisée dans des questions agronomiques. On avait l'école de développement rural, mais on a aussi un institut agronomique au Gabon. Ça s'appelle comment? Je crois l'IRAF, si je ne me trompe pas. C'est pas l'IGAD. Non, l'IGAD, c'est un programme. Voilà. Mais je crois l'IRAF qui est situé dans le même site, du moins qui est dans le même environnement en termes de siège que le CNRS, au niveau de Gros Bouquin. Là-dedans, vous avez l'IRAF, l'IRET, voilà. Donc, on a des instituts agronomiques, mais est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens? L'ambition, je crois,
lorsque le chef d'État, d'ailleurs, qui était accompagné d'une forte délégation gouvernementale, j'ai pu voir le ministre de l'Agriculture déjà, mais également le ministre de l'Économie, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que et le ministre du Budget. Donc il y a autant de personnalités qui ont fait le déplacement pour accompagner le chef de l'État, parce que ce genre de déplacement, ce n'est pas seulement pour aller dire bonjour à son aîné ou aller dire bonjour à un copain chef de l'État, mais c'est aussi l'occasion de partager des expériences. La Côte d'Ivoire a connu des moments de crise et aujourd'hui, on pourrait apprendre d'eux de comment ils ont fait pour se relever, faire aujourd'hui que Abidjan, par exemple, soit une véritable plaque tournante du business en Afrique, donc de place to be, à tel enseigne qu'aujourd'hui, tout le monde reste d'aller vivre à Abidjan. Beaucoup on a vu, par exemple, sur le plan culturel, beaucoup d'artistes gabonais aller élire domicile là-bas. Il y a beaucoup d'acteurs économiques gabonais qui vont là-bas de temps en temps pour collaborer avec leurs homologues. Donc, on a vraiment cet engagement qui a été fait du moins cette visite qui a été faite par le chef de l'État au niveau de l'Institut agronomique pour pouvoir peut-être apprendre d'eux, créer un environnement qui ferait qu'on puisse avoir des échanges bilatéraux et qui pourront, par exemple, permettre à ce que nous qui sommes en voie de la relance du secteur des cultures de rente que sont le cacao et le café, par exemple, on puisse bénéficier de l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour rendre nos producteurs beaucoup plus dynamiques, mais également créer un environnement attractif pour le secteur. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est non seulement des investissements, mais également l'attractivité du secteur, parce que beaucoup de jeunes n'y voient pas un véritable exutoire par rapport aux questions du chômage que nous enregistrons dans notre pays. Donc il faut créer une dynamique, il faut créer un ensemble de collaboration qui ferait qu'aussi bien sur le plan continental ou encore sur le plan international, nous soyons en mesure de bénéficier des expériences des uns et des autres. La Côte d'Ivoire, personne ne peut contester leur leadership en la matière. Donc aujourd'hui, c'était une visite importante. Il y a plusieurs autres sites qu'il a visités pour pouvoir se rendre compte de l'évolution dynamique du pays en ce moment. Oui. On sait que le président ivoirien est en froid avec les putschistes qui ont pris le pouvoir au Sahel. Il a dit qu'il était même préoccupé par les tensions avec le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger. Pourquoi il a accepté de recevoir le président gabonais? C'est une question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, beaucoup y voient normalement une mémise de ce qu'on a toujours considéré comme étant la France-Afrique. Parce qu'on présente aujourd'hui Ouattara comme étant un des grands timoniers de la France-Afrique et qu'il serait celui à travers lequel les autorités françaises aujourd'hui font passer des messages à un certain nombre de chefs d'État, que ce soit des jeunes ou encore, du moins, qu'ils soient arrivés démocratiquement ou pas. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on peut considérer que s'il y avait ce volet-là derrière, c'est pas un secret qui est sorti. On a pu voir le chef d'État rencontrer Emmanuel Macron lui-même lorsqu'il y a eu le sommet au Maroc, je crois la COP 28, si je ne me trompe pas. Au Maroc, il a rencontré en aparté le chef d'État français. Donc, c'était pas une visite entre les deux. Oui, c'est pas une visite en tant que telle, mais il n'y a pas aussi un grand froid entre le Gabon et la France, parce que tout comme il n'y a pas un grand froid entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, qu'il y ait eu des messages qui se soient, du moins qu'on ait eu à glisser des messages venant de la France au président de la transition, ce n'est que une façon peut-être pour la France d'exister. Parce qu'il faut savoir que nous sommes quand même dans un continent ou une sous-région aujourd'hui qui est en proie à plusieurs dynamiques. Et ces dynamiques-là, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques, il y a quand même qu'on a toujours un partenariat assez intéressant avec la France. Il ne faut pas oublier le poids des entreprises françaises dans notre pays. Parce que c'est en filigrane, c'est ça que cache ta question. Donc, en réalité, on doit pouvoir continuer à travailler avec la France, mais nous sommes dans une dynamique de multilatérale où le Gabon, depuis pratiquement son indépendance, ne s'est jamais
donné pour seul partenaire privilégié que la France. Omar Bongo avait fait un travail de fond pour multiplier les partenaires pour le Gabon. Ali Bongo l'a intensifié. D'ailleurs, c'est tout le sens de l'entrée du Gabon dans le Commonwealth, parce qu'il fallait trouver de nouvelles voies, attirer de nouveaux investisseurs. Et je crois qu'on ne saurait reprocher peut-être au président de la transition de rechercher aussi à continuer à avoir le soutien des milieux financiers français, pas forcément de l'État français, mais des milieux financiers. On a besoin d'investissements. Parce que si on veut développer un pays, il faut des investissements étrangers, parce que l'État lui-même n'a pas suffisamment les moyens en dehors des mécanismes qui sont liés aux recettes ou encore à l'emprunt. Mais l'État n'a pas de ressources qui lui permettent d'assumer pleinement son développement. Et on doit aller vers ceux qui ont les moyens. Il a été, par exemple, aux Émirats pour aller plaider la situation du Gabon lors d'une COP aussi, du moins d'un sommet sur l'environnement. Il fait beaucoup de tournées dans la sous-région. C'est aussi une manière de pouvoir dire aux autres que le Gabon est ouvert. Nous avons un fort potentiel économique qui est suffisamment, qui a besoin aujourd'hui d'un regard extérieur, qu'on ait des investissements. Et ces investissements vont nous permettre non seulement d'amorcer la transition sur le plan de l'industrialisation que nous appelons de tout neveu, et qui est créateur d'emplois. Parce que le grand phénomène qui va arriver, du moins auquel la transition fera face, c'est la question du chômage des jeunes. La fonction publique, avec le fait qu'il y a eu un gel de près de 10 ans, a fait que il y a eu un découragement chez beaucoup de personnes. Regarde simplement, lorsqu'on a décidé d'appeler les jeunes à aller déposer les dossiers, plus de 40 000 dossiers. Plus de 40 000 dossiers, mais l'État, je crois qu'aujourd'hui, ne pourra pas absorber les 40 000 personnes. Donc, on est reparti à la phase traditionnelle qui est l'appel à des candidatures pour des concours. Donc, ça veut dire qu'on a, par contre, un secteur économique qui est là, qui a un potentiel énorme sur le plan de l'exploitation des ressources naturelles. Vous voyez par exemple Belinga qui va lancer, mais on a besoin de partenaires qui vont aller vers la découverte de nouveaux gisements, que ce soit, je sais pas, de pétrole, de manganèse, d'uranium, qui sait, de colbate et consorts. On dit que le Gabon, c'est quand même un pays béni, bien nanti en matière de ressources. Donc, plus on aura des investissements, plus on aura la capacité à pouvoir combattre le chômage, la capacité à pouvoir travailler à une meilleure redistribution des bénéfices de ces exploitations-là. Donc, s'il est allé en Côte d'Ivoire juste pour rencontrer le chef d'État ivoirien, pour qu'il parle du précaré français, comme on dit, tant que ça rapporte au Gabon, je pense qu'aucune porte ne doit être fermée. Maintenant, si c'est pour aller dans le sens de dire qu'on doit peut-être continuer à jouer le jeu qui a souvent été, vous travaillez au Gabon, mais vous payez vos impôts en France. On est en train de sortir de cela. Le Sénégal a donné le ton où il faudrait bien que vous payiez les impôts dans les pays où vous êtes domicilié, où vous faites votre chiffre d'affaires. Il faudrait bien que vous preniez des assurances pour vos véhicules, pour vos maisons, dans les pays où vous travaillez. Donc, c'est autant de choses aujourd'hui qu'il est important de présenter. Et je pense bien, parce que l'objectif du Gabon, c'est non seulement de maintenir ses partenariats internationaux, mais aussi de pouvoir penser au développement, puisque la grande question, du moins le grand sujet même qui est mis en avant aujourd'hui, même lorsque vous parlez du dialogue, c'est la question de la redistribution des bénéfices de l'exploitation des ressources au Gabon. Sinon, les avantages du boom économique que pourrait connaître le Gabon, du moins, parce que vous savez qu'il y a une chose qu'on constate souvent dans notre pays, c'est que souvent, on a des bons chiffres sur le plan des indices macroéconomiques, mais lorsqu'on va en profondeur vérifier, au cas par cas, les avantages auprès des populations, il y a un fossé entre les chiffres macroéconomiques et la réalité sur le terrain. Donc, l'ambition aujourd'hui des nouvelles autorités ou des autorités de la transition, c'est de pouvoir créer un cercle vertueux qui permettrait à ce que les populations sentent
qu'il y a un travail qui est mené, qu'il y a un esprit qui est là, qu'il y a un environnement qui est propice à l'émergence non seulement de nouvelles populations en termes d'offres d'emploi, mais également qu'il y ait véritablement un ressenti en termes de retombées économiques. Donc, ce voyage-là, s'il a été non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des besoins de relations bilatérales, c'est un avantage pour nous parce qu'on a besoin d'une certaine expertise que détiendrait la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture et pourquoi pas aussi en matière d'infrastructure parce que depuis que Ouattara est là, on a pu voir un boom en termes de construction au niveau d'Abidjan et un certain nombre de villes dans son pays. Ensuite, si c'est pour des questions de préservation des relations avec la France, même Emmanuel Macron sait qu'aujourd'hui, au niveau de nos pays, la jeune génération n'a pas besoin de ce sentiment, du moins n'a plus besoin de cette attitude paternaliste qui faisait que c'est eux qui doivent nous dire des choses et puis on applique. L'ambition aujourd'hui, c'est de discuter d'État à État et de se faire respecter et que chacun trouve son compte dans la relation qu'il y a entre les deux pays. Voilà, donc c'est ça à quoi je peux donner comme, enfin c'est ça que je peux donner comme élément de réponse par rapport à ta question. D'accord. Pour que les gens comprennent bien qu'aujourd'hui, il y a une ambition qui est là, celle de transformer le pays. Et d'ailleurs, le dialogue qui est organisé, c'est pour aller dans le sens d'offrir un mieux-être au Gabonais, restaurer la dignité du Gabon, mais également faire en sorte que le Gabon amorce réellement son développement. Si on sort de ce dialogue, par exemple, j'ai vu au niveau de la commission formation où on parle d'un certain nombre de choses qui doivent être faites pour redynamiser le secteur éducatif, parce que vous vous rendez bien compte que cette sous-commission, elle a reçu 5581 contributions et 4681 contributions rien que pour l'éducation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Les gens sont intéressés par des questions d'éducation? Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas de dire que ça va super mal. Mais le problème, c'est de dire qu'on a besoin d'améliorer l'environnement éducatif dans notre pays. Et tout le monde le sait, le système éducatif gabonais, on en a parlé dernièrement, n'est pas forcément aujourd'hui le meilleur en termes de formation pour pouvoir permettre à ce que ceux qui en sortent soient tout de suite en mesure d'être facilement mis sur le marché et être performants dans les entreprises. Donc, il est nécessaire aujourd'hui qu'on arrive à un système qui permette de pouvoir créer une sorte de cycle vertueux et qui ferait qu'on travaille à pouvoir créer de l'emploi, que le système éducatif soit un outil viable pour les acteurs économiques et que finalement, nous puissions aller vers un système qui va nous amener à combattre au fur et à mesure le chômage et qui ferait que, pourquoi pas, on pourrait être dans les mêmes conditions que des pays de la Scandinavie où on a des taux de 0% de chômage, 1% de chômage, c'est possible, mais à condition que nous nous adaptions à l'évolution, que nous mettions l'accent sur tout ce qui est aujourd'hui comme proposition en termes de nouveaux emplois, notamment dans la tech. Au Gabon, c'est inconnu. Vous avez, par exemple, la cellule numérique que gère Yannick Ebibier. La SING, c'est connu par, j'ai envie de dire, des professionnels. Mais le grand monde, le grand public ne connaît pas nécessairement la SING. Donc, il faut que la SING aille vers les populations, qu'elle intéresse, qu'elle appelle, parce que c'est une niche en termes d'emploi. Il y a des métiers du numérique. En termes d'emploi, bien de formation. Non seulement de formation, mais d'emploi. Parce que vous avez des secteurs tout entiers aujourd'hui. D'après, tu sais très bien que, par exemple, pour avoir un webmaster, c'est compliqué au Gabon. Et si tu trouves un, peut-être ce n'est même pas le meilleur. Voilà, donc, il est important. Suis mon regard. Voilà. Je vois où tu veux en venir. Mais, donc, il est important aujourd'hui que ce type d'établissement soit pris en compte dans la confection, par exemple, des programmes en ce qui concerne le milieu éducatif et d'offrir de la main-d'œuvre qui va former des jeunes à ces nouveaux métiers, à ce monde du high-tech. On ne peut plus évoluer aujourd'hui sans avoir un pied dans le high-tech ou bien dans la technologie de l'information et de la communication. Donc, il est important que ce type de secteur soit développé, mais que ça parte
dès les premières classes, des premières années dans le système éducatif et que ça se propage au fur et à mesure et que le grand public puisse prendre connaissance. Parce que vous avez aujourd'hui des problèmes de reconversion au Gabon. Il y a des gens qui ne sont même plus heureux dans les métiers qu'ils ont choisis à la base. Ils veulent faire des reconversions, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a même pas de solution en la matière. Donc il faut revoir tout ça pour que nous puissions aller de l'avant. Et ce n'est que de bonne loi que le président de la transition aille chercher l'expertise là où ça se trouve pour que ça soit un plus pour nous et que ça soit un plus pour permettre le développement du Gabon. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, nous allons nous retrouver pour l'horoscope, pour l'UDA Fresh Morning. L'horoscope des auditeurs ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avec René Ruth dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve demain. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.